La Synarchie, c'est un groupement constitué d'éléments dirigeants du capital financier qui s'est constitué ou reconstitué en 1922, on ne sait pas exactement à quelle date d'ailleurs, à l'origine avec 12 participants, c'est-à-dire de gens qui, insérés dans le capital national et le capital international, sont convaincus que la solution qui sont en passe d'imposer à l'Italie, grosse débitrice, et qui va être obligée de mettre en œuvre un programme impitoyable contre les salaires, les revenus des paysans, etc., des Italiens, qu'il faut une solution autoritaire, un projet fasciste. Et alors c'est très intéressant, vous le noterez, parce que c'est précisément le fait que je ne travaille que sur les archives qui me permet de voir qu'en 1922, les policiers, qui ne connaissaient pas d'ailleurs, les RG, qui ne connaissaient pas encore le mouvement sous cette forme, connaissaient en revanche très bien le ralliement massif du capital financier à la solution fasciste. Parce qu'ils appelaient ça le fascisme, hein. Ils n'appelaient pas ça autrement. Alors, ce petit groupe, qui est un groupe de décisionnaires, il recrute d'abord, je dirais, de quoi améliorer l'appareil d'État. C'est-à-dire la crème de la crème, hein. Le produit de luxe de l'école libre des sciences politiques. Il recrute parmi les inspecteurs des finances et parmi les X, c'est-à-dire les polytechniciens, un peu les centraliens, et puis aussi un peu par-ci par-là les normaliens, parce que le normalien c'est considéré comme sachant écrire. Et donc, au fil des années, le groupe s'étoffe. Ça fait plusieurs dizaines d'adhérents, dont certains extrêmement importants, hein. Ernest Mercier, le roi de l'électricité, une liste qui devient énorme. Enfin, il y en a 46 considérés comme très importants, les 46 du dessus du panier, quand Chavin, je vais dire qui c'est, fait son rapport à Pétain au printemps 1941. Et la deuxième liste, je dirais de sommet, c'est la liste du comité des sociétés du comité des sociétés secrètes de juillet 42. Il y en a 99. Là, vous avez pas seulement d'ailleurs le dessus du panier. Vous avez le dessus du panier, c'est-à-dire les décisionnaires financiers, et puis quelques intellectuels quand même. Mais si vous voulez, les intellectuels, hein, l'intellectuel, ça sert à tout le monde, mais je veux dire, c'est pas décisionnaire. Hein. Bon, mais et ce sont des lieutenants importants, bien sûr. Et donc, ils essayent d'infiltrer l'État français. Les grands banquiers, ils l'infiltrent depuis la victoire, depuis le coup d'État de Bonaparte. Hein. C'est-à-dire que le coup d'État, c'est en fin novembre 99. En 1802, il fait la Banque de France et il offre l'économie de la France aux banquiers qui ont financé le coup d'État. Bon, hein, c'est une question de bon procédé. C'est ce que j'ai montré d'ailleurs dans le choix de la défaite. C'est-à-dire que, bien sûr que c'est une chose indicible aujourd'hui. Dire que le capital financier tient tout. C'est-à-dire non seulement le capital financier, mais les grands intellectuels, les professeurs, un certain nombre de professeurs d'université, le monde juridique, l'armée, les chefs de l'armée. Qu'est-ce que c'est qu'un chef militaire, notamment un attaché militaire? C'est un représentant du capital financier de l'armement ici et là. Bon, je dirais qu'il n'y a qu'un marxiste qui peut se permettre de dire la société est entièrement contrôlée
par ceux qui en détiennent le pouvoir économique. Vos critiques diraient que c'est justement parce que vous êtes marxiste que vous dites ça. Mais écoutez, c'est à la fois parce que moi je suis marxiste, évidemment que je n'ai donc pas le droit de m'exprimer, mais c'est surtout parce que mes collègues, je pense au collègue qui a pris en charge l'affaire de la synarchie, c'est-à-dire Olivier Dard, et qui a été adoubé et vénéré à cet égard par tous les collègues. Je comprends d'ailleurs. Je comprends que tous les collègues, même pas Action française, même pas d'extrême droite, aient approuvé Olivier Dard pour une simple raison. C'est que parler de la synarchie, c'est parler du pouvoir financier et d'un pouvoir financier entre les mains d'une poignée de gens. C'est-à-dire que ça ne représente même pas ce qu'on appelle les 100 familles, c'est-à-dire les 100 plus gros actionnaires de la Banque de France. Vous savez que c'est un thème des préélectorales de 1936. Au début, ça n'est même pas ça. Et quand vous regardez les études économiques, on a osé dire, on dit dans ma fiche Wikipédia que je tire ça d'un rapport. Alors le rapport Chavin. On va partir du rapport, d'ailleurs, c'est très intéressant. En fait, il y a deux critiques qu'on vous fait sur ça. Elle n'a pas vu d'archives, le rapport Chavin, rien du tout. Oui, et instrumentalisation idéologique. Voilà. Mais sur le rapport Chavin. Le rapport Chavin, c'est pas compliqué. Le rapport Chavin, il est fait parce que au début de 1941, il y a une grosse agitation. Il y a en fait un conflit entre les donneurs d'ordre et les exécutants. Les donneurs d'ordre, c'est la synarchie qui s'est appuyée sur les ligues fascistes qu'elle finançait. Et qui collabore avec l'Allemagne nazie à ce moment-là. Oh bah bien sûr, mais la synarchie aussi, elle collabore avec l'Allemagne nazie. C'est justement, oui, c'est la Oui, synarchie. bien sûr, tout le monde. Enfin, je dirais pré-nazi et nazi, c'est-à-dire avec le Reich. On se réconcilie avec le Reich, avec lequel on ne s'est d'ailleurs jamais fâché. Hein, parce que quand on connaît bien les choses, on s'aperçoit que la collaboration de la Deuxième Guerre mondiale, c'est à peu près la même, en plus grand, que la collaboration de la deuxième, c'est à peu près la même chose que la collaboration de la première, avec les mêmes firmes. Bon, et revenons donc à nos moutons. Il y a un grabuge parce que les synarques ont pris tout l'espace et qu'ils ne sont pas assez reconnaissants avec ceux qui ne sont que cagoulards, c'est-à-dire les ligueurs, les ligues fascistes, qui sont constituées avec l'argent du capital financier en France depuis, disons, 23-24. Tout ce groupement qui a étudié remarquablement, avec encore insuffisamment d'archives, mon collègue américain Robert Soucy, étude qui lui a valu une guerre au couteau d'un certain nombre de spécialistes de Sciences Po, donc 33-39. Le titre c'est 33-39, en réalité ça va jusqu'en 41. Bon, donc il avait fait un truc très courageux, et il avait montré quelque chose, mon collègue, c'est que les ligues fascistes avaient été formées par le capital financier. C'était pas du tout de la gauche pourrie. Si, ça n'était que très marginalement de la gauche pourrie, parce que c'est un groupement de droite et d'extrême droite qui a embauché, je vais expliquer pourquoi, quelques anciens militants ouvriers, parce qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, et que quand vous voulez faire un mouvement de masse, vous ne le faites pas avec des banquiers. On n'a jamais vu les banquiers à la tête d'un mouvement de masse. Encore que si, on est vu avec le parti de Doriot, mais il y avait quand même Doriot au premier rang en apparence. Bien. Donc Chavin, c'est qui? Comme ça se passe mal en 1941, on pense qu'il va y avoir un scandale qui va éclater, c'est-à-dire que dans la presse collabo, comme disent mes collègues, la presse collaborationniste de Paris, qui paraît-il serait très différente des collaborateurs de Vichy, etc. Dans la presse collabo, en particulier chez DA et compagnie, on va raconter des choses pas très sympathiques sur les donneurs d'ordre, notamment les donneurs d'ordre qui ont généré en 1937 la stratégie de la tension,
et qui ont pratiqué le crime politique comme on a pratiqué, comme la guerre de Bologne en 1980 et autres fantaisies de ce genre. Hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en 1937, l'assassinat politique a été fort pratiqué. Bon. Effectivement, il y a, à la suite du prétendu suicide de Jean Coutreau, et on va parler de ce suicide de Jean Coutreau, il se passe des choses très dommageables et des articles dans la presse collaborationniste de Paris qui parlent du scandale de la synarchie. C'est même la première fois qu'on utilise le terme de synarchie parce que, jusque-là, dans les enquêtes policières qui ont démarré en 1936-1937, à la faveur de la découverte des achats d'armes allemandes et italiennes d'une part, et à la suite de l'assassinat en janvier 1937 du russe Navachine, qui a été synarque, mais qui était un synarque plus anti-allemand et moins anti-russe que les autres, il y a des enquêtes policières. À ce moment-là, on appelle la synarchie une franc-maçonnerie blanche. C'est intéressant. C'est-à-dire que c'est un regroupement, c'est une association secrète, et qui, comme elle est une association secrète, reposant sur un pacte, sur des codes, sur des interdictions de s'exprimer, sur le secret absolu, etc., est assimilée à la franc-maçonnerie. Sauf qu'à partir des années 1930, elle a des aspects, je dirais, plus communs avec la franc-maçonnerie, parce qu'elle absorbe une partie des francs-maçons, on va voir pourquoi. Bon. Alors, on dirait, ce Chavin, ce qu'ont raconté tous les gens qui se sont attelés à inventer, enfin, à dénoncer le mythe de la synarchie. Ça a commencé en 1970, hein, par un article d'un historien américain qui s'appelle Richard Quisel. Bon. Comme il s'agissait de dire que c'était n'importe quoi, on a dit que Chavin était n'importe quoi. Vous savez qui était Chavin ? Chavin est un des chefs de la police de Vichy, un des premiers. C'est-à-dire qu'il est directeur de la Sûreté générale, de la Sûreté nationale, ça s'appelle nationale. Il est directeur des renseignements généraux et directeur de la police. Vous savez ce qu'il a, Chavin, comme poste ? Il a le poste qu'occupera, à partir d'avril 1942, Bousquet. Qui est-ce qui viendrait dire que Bousquet est un rigolo qui racontait n'importe quoi sur n'importe quoi ? Mais donc son rapport est fiable, c'est ça que vous dites ? Mais bien sûr que son rapport est fiable, parce que son rapport, il est avéré non pas par un petit document, ici, par-ci, par-là, que cette faux-folle d'Annie Lacroix-Ris a dégoté dans une pochette surprise, ou à peu près. Ce sont des milliers de documents. Écoutez, je travaille sur la synarchie depuis les années 90, tout simplement parce que je les ai découvertes dans les années 90. J'aurais dû les découvrir avant. J'aurais dû les découvrir. Je me suis aperçu que j'avais découvert le phénomène avant parce que j'ai retrouvé des notes d'archives de ma période de thèse d'État où j'avais rencontré la synarchie dans le dossier, par exemple, de René Belin. Mais comme ce n'était pas vraiment mon sujet parce que je travaillais sur l'après-guerre, j'ai mis ça dans un coin puis je n'avais pas compris. Et puis, dans les années 90, je travaille de manière absolument continue sur la collaboration économique. Et qu'est-ce que je vois ? Des tas et des tas d'archives allemandes sur les Allemands parlant des synarques. Et donc il y a des centaines de documents sur ce sujet-là. Mais oui, pendant la guerre. Et je dis d'ailleurs dans la première édition, parce que j'ai refait après en 2013 ce livre qui a été un nouveau livre parce qu'il y avait une masse de sources tellement considérable que voilà, j'ai beaucoup remanié.
Et je dis à la fin du livre, écoutez, il y a un problème, parce que la question de la synarchie était déjà posée, hein, avec celle de la collaboration, parce qu'il paraissait aussi que la collaboration n'existait pas. Économique, elle n'existait pas. Et donc je dis, voilà, j'ai rencontré toute une série de dossiers, je n'ai pas pu jusqu'ici faire le point pour la raison très simple que les archives n'étaient pas ouvertes, c'est-à-dire qu'on n'avait pas respecté la prescription trentenaire, on avait attendu et on allait passer à la prescription soixantenaire. Et en 99, ça fera 60 ans qu'on a passé 39, eh bien je vais aller voir. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien de 99 à aujourd'hui, j'ai passé mon temps à voir des documents sur la synarchie. Alors, disent mes contradicteurs, on va commencer par Olivier Dahr. Mais alors, Olivier Dahr, justement, il raconte dans un article, enfin dans son livre, Oui. disons, j'ai lu ça dans un article, que le pacte a été brandi, le pacte synarque a été brandi comme preuve définitive de l'existence de la synarchie, mais qu'il aurait été rédigé en fait par un petit cercle ésotérique qui s'appelle le groupe des veilleurs. Et que ce groupe surestimait de toute évidence ses capacités d'influence et qu'il avait pour ambition de créer un ordre synarchiste. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il en est de ça? Monsieur Olivier Dahr n'a jamais consulté la moindre archive sur la question. Il a fait en 1998 un ouvrage qui s'appelle Le mythe de la synarchie, ou un titre comme ça. Lisez-le. Il y a 2 archives dedans. Il y a un document de 46 de Madame de Veuve Coutreau, de Madame Coutreau, qui dit non, mon mari n'était pas synarque. Ah bon? C'est une archive, ça? La synarchie est fondée en 22. Elle est active pendant toute la guerre. Elle est active après aussi. Hein. Ah bon, c'est une archive? Non, ça n'est pas une archive. Et alors, ce monsieur, il a fait, parce qu'au début, il a fait la même chose qu'avait fait Quisel, dont je recommande la lecture, article spectaculaire, en 1970, dans une revue américaine spécialisée dans les études françaises, qui s'appelle Le mythe de la synarchie. Alors là, c'est un déversement d'agressivité de Quisel. C'était un personnage sympathique, il était venu à ma soutenance de thèse, il avait été charmant d'ailleurs. Mais il était l'historien d'Ernest Mercier, dont il voulait faire une sorte de technocrate assez sympathique. Enfin, il était quand même fondateur du mouvement fasciste Le Redressement Français en 1925, bon, comme technicien. Et puis, il a fini, si j'ose dire, il n'a pas fini, il a fini comme agent en chef de Knochen, le deuxième personnage de la SS, du Zippo-SD, pendant la guerre en France. Hein. Bon, alors, il paraît que ça fait partie des industriels résistants. Alors, il nous fait cet article, que personne ne connaît pendant je ne sais combien de temps. Hein. Et puis, Dahr sort ça en 98, qui dans les années 90 se met à disserter beaucoup sur ce qu'il appelle les non-conformistes. Alors ça, les non-conformistes, c'est une petite dénomination très séduisante de tous les fascistes dont les activités sont payées par le capital financier depuis les années 20. Mais c'est plus joli, les non-conformistes. Il se trouve que, sur la base de milliers de documents, écoutez, c'est bien simple, les derniers documents que j'ai trouvés, c'est les années 65-70, et encore parce que j'en ai pas vu d'autres, c'est-à-dire aux archives de la préfecture de police, des types, synarques importants de l'entre-deux-guerres et de la guerre, qui sont encore synarques en 1965 ou 70, dont Henri d'Avernas. Et donc c'est un groupe qui a continué à exister. Mais bien sûr. Mais sous quelle forme? Alors sous la forme d'associations, soit entièrement secrètes, soit partiellement secrètes, du genre Bilderberg, et synarchie, parce qu'elle existe en France. Et il se trouve que, pourquoi est-ce que Dahr a fait de cette synarchie une espèce de cheval de bataille?
Pour une raison très simple, c'est que toute la synarchie est issue de l'Action française, c'est-à-dire le mouvement fasciste, avant l'époque fasciste, créé pendant l'affaire Dreyfus et constitué à l'extrême fin du XIXe siècle contre Dreyfus, parce que c'est ça l'Action française, créée par Maurras, et tous les dirigeants synarques, de la Fondation et pratiquement tous les importants, sont passés par l'Action française. Comme je l'ai montré, archives à l'appui. Or, M. Dard, qui est un représentant tout à fait éminent de l'extrême droite, à peine discrète, quand il était prof de lycée, il n'était pas discret, et j'ai eu comme collaboratrice à l'époque, elles sont devenues maîtres de conf et peut-être maintenant professeurs, tel collègue qui était au lycée de Montreuil ou dans je ne sais plus quel lycée de banlieue parisienne et qui me parlait des démêlés de Dard avec ses classes de lycéens parce qu'il était tellement à l'extrême droite qu'à Montreuil ça passait pas. Bon. Et il est un conférencier extrêmement apprécié de l'Action française. Mais dans sa fiche Wikipédia, contrôlée par quelqu'un qui se fait appeler Guise, qui est aussi le responsable de ma fiche. Comment il s'appelle, vous dites ? Il se fait appeler Guise. Guise. Et Guise, c'est tout un programme, hein, parce que c'est le duc de Guise, et c'est le duc de Guise, héritier des Orléans, qui briguait la monarchie, le rétablissement de la monarchie. Hein. Et donc ce Guise, il a fait une fiche aux petits oignons à Olivier Dard, auquel il prête les vertus, et une fiche littéralement abominable, à tel point que mon mari, quand quelqu'un prend contact avec moi, ou voilà, veut se renseigner sur moi, dit « Ne t'inquiète pas, celui-là ou celle-là, a lu ta fiche Wikipédia, là vraiment t'es grillé ». C'est une abomination. Et vous savez ce que c'est qu'une fiche faite à charge avec exclusivement des références à tous ceux qui me détestent. Bon, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui m'aiment, mais malheureusement, ils n'ont pas le même accès aux grands médias que les gens qui me critiquent. Donc, elle ne sait pas faire ci, elle ne fait pas ça, elle choisit les archives. Non, je ne choisis pas les archives. Depuis plus de 50 ans, je ne choisis aucune archive. Pire, elles sont plus contradictoires. Elles pourraient être avec ce que je peux penser. Je ne sélectionne aucune archive. Monsieur Dard a fait une biographie de Maurras qui est un scandale, dans lequel il tente de dissimuler jusqu'au fait que Maurras est un antisémite morbide, qu'il a été un antisémite morbide toute sa vie, et non seulement avant-guerre, mais pendant la guerre. Vous savez que ça a abouti en France à un scandale qui est devenu une goutte d'eau, mais qui était un scandale académique monstrueux. Hein, c'est-à-dire une fiche sur Maurras qui oubliait de dire que Maurras était antisémite et qui disait qu'il était resté patriote et anti-allemand pendant la guerre. Bon, vous pensez. Bon, donc c'est une querelle politique qui a été adoptée par mes collègues, tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que dire que le capital financier peut être à l'origine de projets de destruction de la République parce que la République l'empêche de faire ses affaires avec la rapidité, l'efficacité qu'il souhaite, ce n'est pas tolérable depuis 30 ans. C'était encore un petit peu tolérable quand on n'avait pas accès à ces archives. C'est-à-dire que j'ai fait dans les années 80 un article en 86 dans la revue L'Histoire de la Deuxième Guerre mondiale, un article sur la collaboration bancaire et la non-épuration bancaire qui a valu au responsable de la revue, Guy Pedroncini, un collègue de droite fort honnête, les plus vifs éloges. C'était en 86. Vous parliez de ces liens avec la franc-maçonnerie.
Est-ce que vous Oui, pourriez alors, revenir sur ça? d'abord, évidemment, comme ça a été lié, mais de très loin, à quelque chose qui, à l'origine, ça s'est retrouvé via le recrutement, à l'origine a été le mouvement martiniste de Saint-Yves d'Alvèldre. Oui, qui est à l'origine de la synarchie, d'ailleurs. Qui était un X de la promotion 1842, et puis qui, dans les années 80, a fait une société secrète, voilà, l'élite de la nation. Mais en fait, si vous voulez, c'est resté dans le décorum, mais il n'y a pas de lien réel. C'est resté dans le décorum, et puis ça a eu en commun une très forte participation de polytechniciens. C'est tout ce qui le lie. Moi, c'est très simple. Dans mon livre « Le choix de la défaite », j'ai décidé, alors que j'avais tous les documents, le livre doré, les 598 propositions, etc., j'ai balayé tout le folklore. Parce qu'on s'en fiche. Voilà, c'est une association secrète, très secrète, qui pratique le crime, qui a beaucoup pratiqué le crime. L'assassinat politique? Et les assassinats politiques en 36-37, puis je peux vous dire que pendant la guerre, ça y est allé. Hein. Alors, s'il y a des gens qui ont des doutes, dans le lot énorme, parce que j'ai oublié, ça c'est les archives nationales, ce que j'ai cité, mais il y a les archives de la préfecture de police. C'est parmi celles qui sont accessibles presque les plus intéressantes parce qu'on trouve la synarchie après 1945. Et notamment jusqu'à ce que j'ai pu consulter, c'est-à-dire 65-70, avec Davernas. Bon, c'est donc une masse absolument gigantesque dont il ressort que ce groupement, qui finançait toutes les organisations d'extrême droite, a décidé de les regrouper à partir de 35-36. Ça s'est appelé la cagoule, ou plus exactement le Xar. Et donc ils ont fondé donc ce mouvement, la cagoule. Ils ont fondé ce mouvement pour tordre le cou à la République. Et moi, j'ai montré comment ils ont tordu le cou à la République. Alors, je veux bien toutes les critiques. Les critiques ne me gênent jamais. Au contraire, je trouve que c'est très productif. Je voudrais être critiqué par des gens qui ont vu les sources. Je dis et j'affirme qu'aucun de ceux qui occupent le haut du pavé médiatique et académique et qui disent que j'ai inventé la synarchie, qu'aucun de ceux-là n'a consulté les fonds. Et je dirais qu'il pourrait commencer par le W3 222, il s'appelle synarchie, et il est gigantesque, mais alors gigantesque. Et c'est une partie des enquêtes de guerre sur la synarchie. Bien. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, alors vous avez été jusqu'en 65, 70, 70 pour les Suisses, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans des clubs comme le Siècle, Bien sûr, en France, est-ce que c'est une réalité qui existe encore? Ce sont des clubs synarchiques, bien sûr. D'ailleurs, il y a, je crois, quelques années, peu d'années, le Canard enchaîné avait fait un article sur une sorte de reconstitution de la synarchie du style X-Crise. Alors, ça m'amène d'ailleurs à vous dire un mot sur ce que vous disiez sur la franc-maçonnerie. Il se trouve que ces gens recrutent peu jusqu'aux années 30. En 30, il y a la crise. Et la crise, elle impose, ce que d'ailleurs la synarchie n'a jamais réussi à faire, à essayer de faire toute la guerre. Elle impose de recruter un mouvement de masse. C'est-à-dire, ce qu'on n'a pas réussi ici, ce que le fascisme italien a réussi, ce que le nazisme allemand a réussi, un vrai mouvement de masse. Pas seulement les croix de feu que finançait le capital financier, que finançait la synarchie, qui avait des dizaines de milliers d'adhérents, mais si vous voulez, des types qui se baladaient en voiture ou en avion, ça ne fait pas un mouvement de masse, ça. C'était la moyenne et la grande bourgeoisie qui était croix de feu. Ils voulaient un mouvement de masse. C'est pour ça d'ailleurs que la synarchie, encore et en personne,
a fondé, j'explique comment, le parti d'Oriot, c'est-à-dire le PPF. Vous connaissez beaucoup de partis ouvriers dont tout le bureau politique est constitué, la moitié du bureau politique est constitué d'employés officiels ou officieux de la banque Worms, c'est-à-dire d'une des plus grosses banques d'affaires, qui a été une des banques les plus impliquées avec la Banque d'Indochine, mais elles l'étaient toutes, hein, dans la synarchie. Non. Bon. C'est-à-dire qu'on a là un groupement qui, c'est bien simple, il se réunit au siège des Nervaux, rue de Lincoln, enfin, vous voyez, dans les beaux quartiers. Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Qu'est-ce qu'il faut faire avec les années 30 et puis surtout quand la classe ouvrière se réveille et qu'elle reconstitue son unité, qu'est-ce qu'il faut faire pour être efficace? Eh bien, on va recruter. Et plus seulement parmi les X, les inspecteurs des finances sont pratiquement tous synarques, hein, et les centraliens un petit peu, et quelques normaliens, parce que Pucheux, il est normalien. Hein. Pucheux, il s'est vendu au comité des forges, il est devenu chef du comptoir sidérurgique. Vous parlez d'une carrière intellectuelle. Bon. Mais Pucheux, c'est rien du tout. C'est d'ailleurs pour ça que les critiques les plus vives vont contre Pucheux. Non seulement parce que De Gaulle l'a fait tuer en mars 1944 à Alger, mais parce que Pucheux, c'est quand même un nez de rien. Alors celui-là, on a pu déblatérer sur lui. Si vous saviez les sources, c'est même incroyable, j'en ai fourni une que nos spectateurs peuvent voir. J'en ai fourni une et que je trouve extraordinaire, qui figure dans l'article que j'ai fait pour la revue Droit, au pluriel, qui a dû paraître en 2020 ou 2021, qui s'appelle « Le sauvetage américain des collaborateurs français ». Et il y a là-dedans un article d'un type qui s'appelle Louis Rosenstock Frank, qui est un article paru dans Foreign Affairs en octobre 1942. Et il a raconté une partie des choses dans cet article de 1942. Il dit exactement la même chose que ce que dit un des plus grands hommes, un des chefs des services secrets devenu un des dirigeants de la CIA, qui était un des dirigeants de l'OSS et qui est devenu un des dirigeants de la CIA, le grand historien William Langer, qui a été le chef de la guerre culturelle universitaire contre l'Union soviétique à Harvard, où il était professeur. Eh bien, lisez Vichy Gamble, notre jeu à Vichy, ce livre de 1947, où ce type, qui est un des réhabilitateurs de la grande bourgeoisie française collaborationniste, raconte ce que c'est que la synarchie. Eh bien, Cluzel et Dard n'ont pas été du tout gênés. Ils ont dit « t'es mal renseigné ». Mais enfin, tout le monde est mal renseigné, des milliers de gens sont mal renseignés. Non. Alors, pourquoi ça devient un peu, quand même, quelque chose de commun avec la franc-maçonnerie? Parce qu'ils sortent un peu de la rue Lincoln et de la rue de Poitiers, quand il faut casser la CGT, quand il faut séduire, quand il faut casser la CGT, qu'est-ce qu'ils font? Ils recrutent la gauche anticommuniste, Parti radical et CFIO. Convoi méliste, c'est-à-dire des éléments plus populaires. Évidemment, c'est pas le prolo de Renault, hein, mais voilà, c'est pas les X. C'est-à-dire moi ce que j'appelle les sous-synarques, mais c'est les synarques de l'idéologie. Et on est en Suisse ici, qu'on aille donc chercher le fameux article de Dumoulin de la Barthette, sous le pseudonyme de Philippe Magne, du 25 mai 1944, qui explique ce phénomène de recrutement. Dans ce recrutement, ça s'appelle, je ne sais pas quoi, la synarchie, 25 mai 1944. Il s'oublie juste, hein, il oublie le groupe Nervaux. Mais à part ça, il y a tout. Et qu'est-ce qu'il montre? Il montre que
il y a le haut du panier, les inspecteurs des finances, les X, et puis il y a les hommes de main ou les intellectuels, et ils montrent ce recrutement. Et dans ces intellectuels, dans ces exécutants, comme il y a plein de radicaux et plein de socialistes, il y a plein d'anciens francs-maçons ou de francs-maçons. Donc, il se fait une apparente jonction, parce que ceux-là n'ont jamais joué que des rôles mineurs, hein, même quand ils comptent parmi les 46, et je pense en particulier aux syndicalistes, comme René Belin, ils jouent un rôle mineur. Mais on se retrouve avec deux organisations secrètes qui permettent en fait de faire le lien entre les deux francs-maçonneries. Cette franc-maçonnerie d'origine haute bourgeoise, et puis cette franc-maçonnerie de gauche, sachant que la gauche anticommuniste est d'un tel anticommunisme que finalement la droite ou l'extrême droite de haute extraction peut se permettre de l'utiliser. Et comme le dit très bien Magne, c'est-à-dire du Moulin de la Barthète, comment ça s'est fait? Ça s'est fait via la fondation qui s'appelait les Nouveaux Cahiers, qui a été constituée en 1937 par Jacques Barneau. Jacques Barneau, aujourd'hui, personne ne le connaît. C'est le directeur général de la Banque Worms. Et c'est lui qui recrute socialistes, inspecteurs des finances, radicaux, pour casser la CGT.